Pour moi, il y avait vraiment 2 grands critères, je dirais, de réussite du podcast. Le premier critère, pour moi, c'est un critère d'impact. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment extraordinaire de recevoir des mails de gens qui vont me dire merci pour ce que tu fais, j'ai jamais payé aucun service chez toi, mais t'as changé ma vie grâce à ton podcast. Et aussi, effectivement, un canal d'acquisition pour proposer aux gens de travailler avec moi de manière beaucoup plus approfondie et de manière beaucoup plus personnalisée sur leur sujet, organisation, structuration, efficacité dans leur business. Aujourd'hui, je reçois Claire Vitou, coach en organisation et efficacité pour solopreneurs. Claire est la créatrice du podcast Bye Bye Procrastination, un podcast de 139 épisodes au jour où j'enregistre et qui cumule plus de 1,7 million d'écoutes. C'est notamment grâce à son podcast qu'elle est devenue la référence dans son domaine. Son podcast aide plusieurs milliers de freelances et de solopreneurs chaque semaine. Et au niveau des retombées business, ce podcast lui permet de générer 100% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, mon podcast, c'est mon seul canal d'acquisition, parce que j'ai un business ultra minimaliste où j'ai pas envie de remplir le saut percé des algorithmes sur les réseaux sociaux, donc je publie uniquement sur le podcast, et c'est mon seul canal d'acquisition. Après, c'est un canal d'acquisition où je vais faire bras de levier avec la newsletter et l'emailing, mais c'est mon seul canal d'acquisition. Donc je pense que littéralement 100% des personnes avec qui je travaille, sauf rares exceptions, c'est des personnes qui ont écouté le podcast avant. Cet épisode, il est pour vous si vous voulez faire de votre podcast votre moyen d'acquisition numéro 1. Il est aussi pour vous si vous rêvez de vous passer des réseaux sociaux. Oui, c'est possible, la preuve, Claire le fait. Et dans cet épisode, elle vous explique comment. On va parler de posture, de confiance et d'assumer de vendre. On va parler de part entre le contenu purement informationnel et le contenu promotionnel, et de stratégie de contenu minimaliste avec un duo podcast et newsletter sans réseaux sociaux. Bienvenue dans Le Pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir, Claire. Écoute, je suis ravie d'être là, Mélanie, merci beaucoup pour l'invitation. Et aujourd'hui, on a beaucoup de sujets puisque toi, tu es donc coach en organisation et efficacité, particulièrement pour les solopreneurs. Aujourd'hui, ton podcast, si je peux rappeler quand même son palmarès, parce que c'est devenu une référence dans son domaine, il a 139 épisodes au jour où on se parle, plus de 1 700 000 écoutes. Bravo, c'est une sacrée performance. Et tu publies un épisode, un format plutôt court, entre 5 et 10 minutes, voire 15 minutes quand c'est un peu plus long, et des formats interviews de temps en temps qui sont un peu moins nombreux, mais tu as aussi des interviews avec d'autres entrepreneurs qui sont un peu plus longs du coup, 45 minutes, 50 minutes à peu près. Et à chaque fois, le fil rouge de tes épisodes, c'est de donner des astuces, des conseils, des outils pour gagner du temps en efficacité et atteindre ses objectifs aux solopreneurs sans s'épuiser. Parce que ce que je trouve super cool sur ton podcast, que j'écoute d'ailleurs, alors j'ai pas écouté les 139 épisodes, j'avoue. Shame on you. Mais j'en ai écouté quand même pas mal. Et ce qui est super, c'est que en quelques minutes, tu apprends à chaque fois quelque chose de très concret, pragmatique, qui te fait avancer sur un sujet, que ce soit un outil ou des conseils sur ton planning, etc. Ton podcast, il est écouté par des milliers d'auditeurs et d'auditrices chaque semaine. Mais avant ça, et tu l'as créé il y a 3 ans et demi, en 2021. Et donc j'aimerais revenir à cette période claire de 2020-2021, où ce que j'ai compris, c'est qu'en 2020, la petite graine du podcast arrive dans ton esprit et tu le lances en février 2021. À ce moment, tu étais entrepreneur depuis 2018 à plein temps, donc depuis 2 ans. Pourquoi est-ce que tu as créé le podcast Bye Bye Procrastination ? Qu'est-ce que tu attendais de ce podcast dans ton activité ?
Alors en fait, la création du podcast, elle est venue à un moment d'évolution de mon business. Tu l'as dit, 2018-2020, je suis à mon compte et j'ai à l'époque un business de produits, donc presque de e-commerce, où j'avais créé à l'époque un agenda que je vendais en ligne et mon business reposait sur la vente de ces produits et sur la marge que je pouvais dégager de ces ventes-là. En 2020, je fais évoluer mon activité et j'ai envie de me rapprocher des utilisateurs. Je suis dans une frustration de c'est cool d'envoyer des agendas, mais en réalité, j'ai envie d'aller plus loin et de véritablement aider les gens à transformer leur vie grâce à l'organisation. Et pour faire ça, je me dis, ok, je vais passer ma certification de coach et je vais aller sur ce terrain-là vraiment de l'accompagnement. Et donc le podcast, il vient sanctionner à la fois l'évolution de mon business où je tourne vraiment une page en termes de business model, et j'en ouvre une autre complètement nouvelle. Et mon podcast, je l'ai créé vraiment avec une réflexion marketing beaucoup plus forte derrière. Et après, dans le podcast, il y a plein de choses qui se sont cristallisées. Avant, j'avais un blog sur mon site internet. J'avais envie toujours, pareil, de retrouver plus de contact avec la communauté qui me lisait à l'époque sur le blog. Et donc, du coup, j'avais envie de quelque chose de plus humain, de plus vivant, tu vois, que ce soit pas juste des mots posés sur un site internet, mais que les gens puissent entendre ma voix, tu vois, que je puisse leur raconter des histoires. Et donc, le podcast était une bonne opportunité pour ça. Ouais, super. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que tu mentionnes pas en premier le fait c'est un canal d'acquisition, c'était pour vendre, etc. Mais c'était vraiment ce côté, je veux créer de la proximité, j'ai des choses à partager. Et en plus, c'est vrai que je m'en souvenais plus, parce que quand on s'est rencontrés en 2020, je crois, donc je crois que tu écoutais le coulisses du podcast à l'époque, qui était notre premier podcast avec Anastasia. C'est vrai que tu avais ce produit, en fait. Moi, aujourd'hui, je te vois vraiment comme la coach de solopreneur, mais j'avais oublié que tu avais ce produit, et c'est vrai que The Minimal Plan, à la base, c'était des agendas. Donc, tu as fait un shift. Est-ce que tu avais quand même en tête le fait que ça soit aussi un format qui donne confiance et potentiellement permettre de vendre aussi tes services que tu étais en train de créer? Alors oui, parce que j'avais vraiment envie quand même que le podcast soit un canal d'acquisition in fine, c'est-à-dire que, en fait, j'adore partager, j'adore enseigner, j'adore accompagner, ça fait vraiment partie de mon ADN, et si je pouvais le faire sans faire payer les gens, ce serait trop bien. La réalité du monde dans lequel on vit étant que j'ai quand même un loyer à payer et des pâtes à mettre dans mon placard, il faut que les activités que j'ai autour de mon business et dans mon business me permettent de générer un revenu, et en tout cas de faire en sorte que ce soit rentable. Et j'avais du coup déjà sur le podcast quand même cette vision de il faut que ce soit un outil marketing. En revanche, il y a eu pas mal de temps entre la création du podcast et le moment où j'ai vraiment assumé cette dimension marketing, et j'ai assumé de parler de mes offres et de dire mais en fait je vous partage du contenu gratuitement, mais si vous avez envie de travailler avec moi, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, j'ai mis un bon moment avant d'assumer ce truc-là. Je me suis fait d'ailleurs coacher sur cette partie acquisition, parce que je suis la dernière des billes en marketing, et que du coup, c'était pas du tout quelque chose d'évident à la base pour moi. Et du coup, oui, il y avait quand même ce terreau il faut que ce soit un outil marketing, et que je fasse pas de la création de contenu dans le vent, entre guillemets. Donc pour moi, il y avait vraiment 2 grands critères, je dirais, de réussite du podcast. Le premier critère, pour moi, c'est un critère d'impact. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment extraordinaire de recevoir des mails de gens qui vont me dire merci pour ce que tu fais, j'ai jamais payé aucun service chez toi, mais t'as changé ma vie grâce à ton podcast. Et je suis là, mais franchement, je suis très heureuse si en plus je l'ai fait sans que t'aies besoin de sortir ta carte bleue, mais un grand bravo. Et aussi effectivement un canal d'acquisition pour proposer aux gens de travailler avec moi de manière beaucoup plus approfondie et de manière beaucoup plus personnalisée sur leur sujet, organisation, structuration, efficacité dans leur business. Hyper intéressant, et surtout tu reviens sur les 2 sujets qui sont les miens, parce que mon podcast s'appelle Le pouvoir du podcast, parce que je considère que chaque podcast a un impact, et notamment social et sociétal. Donc ce que je comprends, c'est que le tien, c'est à travers le fait que tu partages aux entrepreneurs le fait de pouvoir avoir les outils pour mieux se gérer, enfin gérer leur business plutôt. Et se gérer aussi. Hein, et se gérer aussi eux-mêmes. Parce on est des humains, on connaît tout ça. Hein. Enfin, mon podcast s'appelle quand même Bye Bye Procrastination. Exactement. La procrastination, c'est quand même beaucoup de la gestion émotionnelle et de la gestion comportementale de soi-même. Donc il y a quand même ces sujets-là aussi qui sont abordés. Et je reviens sur ce que tu viens de dire, sur le fait que tu avais conscience et envie de faire de ton podcast un atout marketing. Et en même temps, ou paradoxalement, tu as mis un petit peu de temps
à l'assumer, comme tu dis, et à mettre en place des actions concrètes pour faire en sorte que ton podcast vende tes offres. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que j'imagine, tu m'as pas dit combien de temps t'as mis, mais je pense que tu dois être plus rapide que la plupart des gens parce que en général, il y a des personnes qui se disent je crée mon podcast, ça va attirer de la notoriété, de la crédibilité, etc. Et les personnes pensent que ça va se faire tout seul, c'est-à-dire que automatiquement on va les contacter. Et en fait, il y a quand même des actions à mettre en place. Et aujourd'hui, je vois en écoutant, en regardant ce que tu fais sur tes podcasts, que tu as des lead magnets, tu parles de tes offres de temps en temps, ou quand tu as un lancement, par exemple, de coaching en pré-roll ou à l'intérieur de tes épisodes, dans tes descriptions, tu mets des liens. Enfin, il y a pas mal d'actions, j'ai l'impression que tu as mis en place. Comment tu as fait pour, petit à petit, te dire déjà, quel est le déclic pour assumer le fait d'en faire un canal marketing et de mettre en place des actions, et ensuite quelles sont les actions que tu as mis en place? En fait, le profil que tu viens de décrire je pense que parce que mon contenu est hyper qualitatif et que les gens sont contents d'écouter mon podcast, ils vont naturellement aller voir mon site internet et comprendre que j'ai des services à leur proposer et du coup faire appel à moi. J'ai été 100% dans ce cliché. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu fais des trucs trop stylés, et même si les gens écoutent le truc trop stylé que tu es en train de faire, si tu ne leur dis pas ce que tu peux leur proposer ou ce que tu peux faire en plus pour eux, ils peuvent pas le savoir en fait. Enfin, je veux dire, c'est comme si j'avais une boutique où il y avait plein de gens qui rentraient, mais j'avais rien mis sur les étagères et tout était dans l'arrière-boutique. Ça n'a aucun sens en fait. Et qu'il fallait venir me voir personnellement pour savoir est-ce que quand même vous vendez 3 t-shirts. Qu'est-ce que vous vendez comme vêtements? Ça n'avait pas trop de sens. Ouais. Et du coup, et ça a mis du temps. Principalement pour des questions de mindset, j'ai un peu du mal à me reprojeter dans cette époque-là parce que ça fait un petit moment. Mais du coup, je me suis fait accompagner justement sur ces questions de mindset, de ok, on assume maintenant qu'on a des trucs à vendre et on assume d'avoir des services à proposer. Et du coup, j'ai mis en effet en place un certain nombre de choses. Alors la partie lead magnet, elle était déjà là dès le jour 1, entre guillemets, sur le podcast, ou pratiquement dès le jour 1, je dirais. Donc t'avais quand même quelque chose. Déjà, cette expérience du blog. Sur le blog, il y avait déjà du lead magnet, etc. Ma problématique, elle était sur il y a un lead magnet, mais après, il se passe quoi, en fait? Et il y avait rien derrière. C'est-à-dire que les étapes suivantes, c'était... T'avais les mails, mais après, t'en faisais rien. Exactement. Et en fait, non, c'est même pire que ça, parce que j'avais le lead magnet, je récoltais les emails des personnes, je leur proposais du contenu supplémentaire parce que j'envoyais une newsletter toutes les semaines, ce qui est aussi du travail, soyons très honnêtes. Mais par contre, je n'avais aucun objectif de conversion, tu vois, c'est pareil en fait, sur la newsletter, j'avais exactement la même posture que sur le podcast c'est bon, les gens ils vont comprendre que si je leur parle une fois d'un truc et que bref. Donc j'avais pas encore les mécaniques marketing dans la tête, tu vois, et le côté, en fait, il faut que j'accompagne les personnes qui pourraient avoir envie de travailler avec moi sur ce cheminement de prise de conscience de ok, cette personne elle a cette expertise, ok, voilà le type de service qu'elle peut proposer, à quel besoin est-ce que ça peut correspondre pour moi, et est-ce que j'ai envie de travailler avec elle, oui, non, tu vois. Donc du coup ça a mis un petit peu de temps, et après sur les actions que j'ai mis en place concrètement, en réalité, tu vois, on parle souvent de tunnel d'acquisition et on dit souvent qu'il y a un temps assez long entre le moment où les personnes vont découvrir ton contenu et le moment où elles vont acheter chez toi. Alors moi, j'ai un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai à la fois des gens que je vais avoir en appel découverte et qui vont me dire ça fait 3 ans que j'écoute ton podcast, etc. Et donc là, tu sens qu'en effet, il y a eu du temps de maturation pour arriver jusqu'à cet endroit-là. Et puis à l'inverse, j'ai des gens qui écoutent 50 épisodes de podcast un week-end, et puis le mardi, je les ai en appel découverte, et le mardi soir, ils sont signés chez moi, tu vois. Donc, ça dépend beaucoup des gens, mais globalement, sur les actions précises, je dirais donc il y a la mise en place de lead magnet, qui après derrière est suivie quand même par des emails plus ou moins réguliers dans lesquels je vais parler de mes offres, notamment quand je suis en période de lancement ou en tout cas de communication intense sur une offre spécifique. Tu l'as dit aussi, quand j'en ai besoin du pré-roll, c'est assez rare, mais en réalité quand j'en ai besoin, je vais utiliser ce levier-là pour mettre en avant une offre. Et puis c'est tout simplement de rappeler régulièrement dans mon contenu
que je suis coach, de dire voilà ce sur quoi je travaille avec mes clients, de glisser quelques petits exemples clients, même si j'ai une énorme marge de progression sur ce sujet-là, mais de glisser parfois, typiquement c'est une problématique que j'avais avec ce client et voilà comment est-ce qu'on l'a résolu ensemble. Donc c'est aussi de rappeler en fait en fil rouge que je suis coach. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu interroges les personnes qui écoutent le podcast, elles pourront te dire j'écoute Bye Bye Procrastination et elles savent que je suis coach et que si elles ont, enfin, je pense dans l'immense majorité, elles savent que si elles ont besoin de travailler sur ces sujets-là, elles peuvent se tourner vers moi, quoi. Donc c'est vrai, ça a été vraiment du travail de longue haleine et même encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça un petit peu difficile de parler de mes offres parce que j'ai l'impression d'être une vendeuse de tapis. Et après, je fais aussi la part des choses il y a quand même sur mon podcast 95% voire 98% du contenu qui est gratuit, qui n'est pas sponsorisé et qui aide de manière hyper concrète les gens. Et puis les 5% restants, c'est les moments où je parle de mes offres. Donc je pense qu'en termes de ratio, on est OK par rapport à ce que les auditeurs peuvent attendre d'un podcast. Complètement OK. 95%, je pense que j'ai pas personne fait le calcul, mais se je pense franchement ça doit être à peu près cet ordre de grandeur-là. Ouais. Et bon, déjà, tu avais un lead magnet, donc tu es plus avancé que la plupart des personnes que je pourrais accompagner et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de rendez-vous dans leur agenda alors qu'ils ont pas mal d'épisodes de podcasts qualitatifs. Et plutôt que se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour parler de mes offres, ils se posent des questions sur la qualité de leur podcast. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve, ton retour d'expérience là-dessus. Parce que c'est encore aujourd'hui, je pense, la grande majorité des personnes qui lancent des podcasts liés à leur business font encore, on va dire, l'erreur de ne pas parler de leurs offres. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu disais, la personne, donc elle va télécharger soit un lead magnet général. Est-ce que du coup, tu as mis en place une séquence email derrière ? Tu as fait une sorte de séquence construite jusqu'à proposer un rendez-vous ou comment ça se passe ? En fait, mon principal lead magnet, c'est un quiz qui a 2 objectifs. Premier objectif pour les personnes qui font le quiz, c'est de pouvoir avoir des conseils qui vont s'appliquer à leur situation spécifique parce que t'as pas besoin des mêmes conseils en productivité, en organisation quand tu démarres ton business, quand t'as un side project avec un job salarié à côté et quand t'es solopreneur ou quand t'es dirigeant d'entreprise. C'est pas les mêmes leviers que tu vas activer pour gagner du temps, etc. Donc ça, c'est le point d'entrée et l'objectif, c'est que les personnes puissent vraiment avoir des conseils qui vont correspondre à leur profil. Et moi, de mon côté, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de segmenter ma liste email et de dire, ok, les personnes side business, elles sont là, les personnes, démarrage d'activité, elles sont là, etc., etc. Et après, derrière, j'ai une séquence email, on peut appeler ça comme ça, mais c'est vraiment juste une séquence de bienvenue. Il n'y a pas d'objectif de conversion sur la séquence de bienvenue. C'est-à-dire que j'ai pas un écosystème d'offres où je vais avoir les personnes qui vont rentrer sur ma liste email et vraiment une séquence ultra travaillée, tu vois, qui va après derrière déclencher un premier achat. Je sais que ça fait partie des choses que je pourrais optimiser. En réalité, si on fait un audit de mon business, il y a 150 000 trucs que je pourrais optimiser. Toujours. Après, moi, ça me va bien d'avoir un truc assez léger parce que je pense qu'il faut aussi dire que plus tu mets en place des tunnels de vente qui sont complexes et ramifiés, et plus ça demande aussi de l'effort de maintenance. Et moi, s'il y a bien un truc que je déteste faire dans mon business, c'est la maintenance. C'est-à-dire faire des mises à jour, remplacer le lien, vérifier que si tu changes tel truc dans ton process ou dans ton tunnel, est-ce que en termes d'effet domino, ça va pas devoir te faire 10 000 autres actions. Et ça, moi, j'avoue, ça me gonfle au plus haut point. J'aime quand c'est simple et quand c'est léger. Et donc, du coup, j'ai gardé pour l'instant le tunnel simple et léger de tu fais le quiz, t'as ton antidote productivité personnalisé. Et après, derrière, tu rentres dans ma base email et je vais t'envoyer des emails plus ou moins régulièrement dans lesquels je vais te parler encore de productivité. Souvent, je parle aussi un peu plus des coulisses de mon business. Et donc, du coup, c'est souvent aussi avec les emails que les gens, ils vont avoir un aperçu encore plus fin de ce que je peux leur proposer, de ce que je peux leur apporter. Ouais, génial. Mais effectivement, si ça fonctionne, t'as pas de nécessité de complexifier tes séquences email, ton tunnel de vente, si ça fonctionne très bien et que t'as les résultats. Avant de voir les résultats que ça donne, ça m'intéresse aussi de savoir si le choix de tes épisodes, le choix des thématiques de tes épisodes, qui sont souvent sous forme d'une question ou d'une liste de conseils, etc.,
et aussi réfléchis en fonction de potentiellement ce qui peut permettre à tes auditeurs de comprendre la valeur ajoutée de tes services. Ou est-ce que tu as une moitié un peu au feeling parce que c'est des sujets qui t'intéressent et une moitié... Enfin, comment tu choisis tes épisodes en fait? À quel moment tu prends en compte ton besoin d'acquisition ou de crédibilité? Alors, de manière générale, j'ai plutôt une stratégie qui ne ressemble pas trop à une stratégie qui est très au feeling. En fait, j'aime pas écrire des épisodes qui m'inspirent pas. Et souvent, les épisodes pure conversion, etc., c'est pas des trucs sur lesquels je m'éclate et je pense que ça se sent aussi potentiellement côté auditeur. Donc, du coup, j'essaye quand même prioritairement d'écrire des épisodes où je suis convaincue du sujet et où j'ai vraiment un truc à dire. Et je pense que c'est aussi ça que les auditeurs apprécient dans le podcast, c'est que... En fait, je suis pas du tout en train de retenir de l'information ou de leur dire « Ah bah, faudrait que vous fassiez ça » et de jamais dire comment, tu vois. Je pense que je suis assez généreuse en vrai en termes de contenu gratuit et c'est ce que je te disais, il y a beaucoup de... Enfin, je reçois toutes les semaines des emails de gens qui me disent « Bah, j'ai jamais acheté chez toi, mais en fait, j'applique les conseils de ton podcast et ça a déjà fait une énorme différence. » Et je pense sincèrement que les personnes qui écoutent le podcast, ce qui fait la différence entre celles qui vont avoir... qui vont faire appel à moi et celles qui vont être en full autonomie, c'est la capacité à transformer les conseils que je donne en actions concrètes et en transformation. Et il n'y a aucune honte, entre guillemets, à avoir besoin d'aide sur ces sujets-là, parce que c'est tellement complexe et il y a tellement de leviers différents à actionner pour organiser et structurer un business que c'est complètement OK. Mais du coup, sur le choix des épisodes, je fais surtout au feeling. Et après, quand je suis en période de lancement, généralement, je cale quand même un ou deux épisodes qui vont un peu venir faire vibrer les douleurs des personnes que j'ai envie d'accompagner en me disant, bah voilà, si les personnes, elles comprennent en quoi est-ce que c'est un problème pour elles, elles seront plus susceptibles de se dire que je suis la bonne personne. Et c'est souvent d'ailleurs... ce qu'on me dit quand je suis en appel découverte avec les personnes qui rejoignent mes coachings, c'est j'ai l'impression que t'es dans ma tête, j'ai écouté ce truc-là, j'avais l'impression que t'étais en train de parler de moi, etc. Et ça, pour moi, ça veut aussi dire que je fais bien mon job à la fois de coach, parce qu'en réalité, l'énorme avantage des coachs en termes de marketing par rapport à tout le reste des professions, c'est qu'on parle à nos clients à cœur ouvert, tu vois. Donc, les problématiques de mes clients, leurs douleurs, j'ai pas besoin de leur poser des questions spécifiques pour le faire, c'est eux qui m'en parlent très ouvertement et je les remercie évidemment pour leur confiance. Et du coup j'adore avoir ces retours-là de... en fait, j'ai l'impression que tu me parles à moi. Et c'est ça aussi, pour moi, la force du contenu, c'est d'avoir cette relation de proximité. Et je trouve le podcast, c'est encore un autre truc parce que les gens, ils écoutent ça dans leur voiture ou avec des écouteurs, t'es dans leur tête en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment intime. Et je pense que ça aide aussi beaucoup à créer une relation de confiance presque immédiate, c'est-à-dire que les personnes avec qui je discute, elles remettent jamais en cause mon expertise parce qu'en fait si elles viennent me voir, c'est qu'elles savent déjà que je vais pouvoir leur apporter des choses. Après, bah évidemment, il n'y a pas tout le monde qui vient me voir avec qui je travaille, mais sur la partie expertise, il n'y a aucun doute sur le sujet parce qu'en fait j'ai prouvé sur 139 épisodes que j'avais des trucs à leur apprendre. Bah, c'était justement ma prochaine question, mais là, tu as pratiquement répondu. C'est est-ce que tu arrives à estimer le nombre de personnes qui deviennent des clients, le pourcentage qui ont écouté ton podcast? Je pense que c'est 100%. C'est vrai? Allez, 99% si on prend les quelques clients dans l'année qui viennent plutôt par recommandation, tu vois, ou voilà. Mais franchement, je pense que c'est 100%. Aujourd'hui, mon podcast, c'est mon seul canal d'acquisition. Parce que j'ai un business ultra minimaliste où j'ai pas envie de remplir le saut percé des algorithmes sur les réseaux sociaux, donc je publie uniquement sur le podcast et c'est mon seul canal d'acquisition. Après, c'est un canal d'acquisition où je vais faire bras de levier avec la newsletter et l'emailing, mais c'est mon seul canal d'acquisition. Donc je pense que littéralement 100% des personnes avec qui je travaille, sauf rares exceptions, c'est des personnes qui ont écouté le podcast avant. C'est une sacrée performance et ça permet de confirmer la puissance d'un podcast pour un business, ou en tout cas un solo business, parce que c'est un peu différent pour les grosses boîtes qui fonctionnent pas de la même façon. Mais ce que tu dis, c'est que a priori, le podcast a créé la confiance et ton contenu a permis vraiment de renforcer ta crédibilité à minima, et puis ensuite la conversion derrière, ce qui est super... J'évite le mot inspirant, mais plutôt donne beaucoup d'espoir aux personnes qui veulent en faire un canal d'acquisition.
je trouve. Et tu parlais justement de tes autres outils marketing ou l'absence de d'autres canaux marketing. Parce que j'ai noté que tu es quand même présente sur... Enfin, tu as un compte sur Instagram, tu as un compte LinkedIn, bien sûr. Donc, tu as une newsletter, tu as ton podcast. Mais tu n'es pas particulièrement... voilà, tu n'inondes pas les réseaux sociaux de contenu et de posts pour promouvoir ton podcast. Je crois que j'ai dû voir un visuel, un post sur ton podcast vraiment de temps en temps. Il y en a pas chaque semaine ou à chaque fois que tu publies un podcast. Donc, quelle est ta vision de l'écosystème marketing et pourquoi, en fait, tu n'as pas fait le choix d'aller sur les réseaux sociaux plus? En fait, au tout démarrage de mon business, j'étais sur Instagram et c'est là que j'ai commencé à partager des conseils productivité, etc. Donc j'ai en effet un compte Instagram avec un joli chiffre de followers qui pourrait faire rêver plein de gens. Et j'ai un compte LinkedIn, mais aujourd'hui, c'est 2 réseaux sociaux sur lesquels je ne suis pas présente. Je réponds aux MP quand je me connecte une fois par semaine. Et encore, des fois, c'est pas aussi régulièrement. Et c'est tout. Je publie pas sur Instagram, je fais pas de stories, je publie pas sur LinkedIn. En fait, genre, c'est le palais des courants d'air, mes réseaux sociaux. Déjà parce que, en fait, je me suis rendu compte justement, au bout de 2 ans de podcast, que le podcast, c'était un canal d'acquisition qui était pour moi beaucoup plus puissant en termes d'acquisition et de conversion. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je continue de poster sur Instagram si le retour sur investissement, je le trouve un peu pas incroyable. Et en plus, à cette période-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, j'avoue que les réseaux sociaux, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça me ramollit le cerveau, ça me met dans des états émotionnels vraiment pas incroyables. Et du coup, pourquoi est-ce que je m'inflige ça si, in fine, j'en ai pas besoin pour mon business? Donc ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que pour moi, il faut savoir dimensionner son écosystème marketing par rapport à nos objectifs. Et aujourd'hui, mes objectifs, que ce soit des objectifs business, mais aussi des objectifs d'impact, j'ai pas pour ambition de révolutionner le monde et j'ai pas pour ambition d'accompagner des milliers d'entrepreneurs par an. Et donc du coup, j'adapte aussi cet écosystème marketing au volume de personnes que j'ai besoin de faire rentrer dans mon tunnel, entre guillemets, pour pouvoir faire tourner mon business et en vivre confortablement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les 4000, 5000, 6000 personnes qui écoutent le podcast par semaine, pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le podcast, c'est, on va dire, entre 10 et 12 000 écoutes hebdomadaires, tout épisode confondu. Ces personnes-là qui écoutent le podcast, en fait, c'est un vivier qui est suffisant, qui se renouvelle régulièrement aussi parce que, mine de rien, le podcast est bien classé sur plein de plateformes. Il est mis en avant aussi assez facilement, entre guillemets, parce qu'il est bien classé, parce qu'il y a beaucoup d'écoutes, parce que les mots-clés sont quand même... Enfin voilà, je suis sur un sujet assez étroit qui fait que si tu tapes organisation, procrastination, productivité, il y a quand même de grandes chances que tu tombes à un moment sur un de mes épisodes sur Spotify ou ailleurs. Et donc du coup, tout ça, ça fait que j'ai pas forcément besoin de faire des efforts marketing de fou parce que j'ai pas besoin de faire rentrer des milliers de personnes dans mon tunnel. Pour moi, c'est vraiment de se poser l'essentiel, c'est vraiment de se poser la question: pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi la raison d'être de chacune de mes briques marketing et en quoi est-ce que c'est dimensionné par rapport à mes objectifs? Personnellement, tu vois, je suis en micro-entreprise. J'ai des places de coaching qui sont hyper limitées. En vrai, j'accompagne peut-être 25 personnes par an, tu vois, en coaching. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir une machine de guerre pour remplir mon business et pour le faire tourner. J'ai pas envie de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, je pense que c'est aussi possible de faire des choses hyper légères qui demandent peu d'investissement en temps, peu d'investissement en termes d'argent et qui sont très autosuffisantes aussi. Parce que je pense qu'il faut aussi avoir conscience que plus tu augmentes la taille de ta machine marketing et plus ça va engendrer des frais aussi. En fait, tu as une espèce de course aux coûts qui se met en place de plus tu as des coûts marketing et plus il faut que tu augmentes ton volume de vente pour pouvoir les maintenir. Peut-être qu'on se reparle dans 2 ans, ça aura changé, mais pour l'instant, c'est pas du tout ma vision de mon business. Oui, je comprends. Et puis, il faut dire aussi que ta machine marketing, comme tu l'appelles, elle est efficace. C'est-à-dire que par rapport à tes besoins de nombre de clients, eh ben, ça remplit.
Peut-être que tu te posais la question si c'était pas le cas, c'est-à-dire que si le podcast et ta newsletter ne permettaient pas d'avoir assez de clients, peut-être que tu te dirais en fait il faut que j'en parle plus parce que j'ai pas assez de personnes qui m'écoutent, et donc comme il n'y a pas assez de personnes qui m'écoutent, il n'y a pas assez de clients, et là du coup se pose la question de comment on fait pour ajouter des briques. Mais effectivement, si ton process minimal, et je pense que tu portes bien le nom de ton activité, The Minimal Plan, il est suffisant finalement. Et moi, je sais que j'accompagne pas mal de podcasteurs à faire une plus grosse machine, mais parce que soit, comme tu dis, ils ont des produits à vendre et beaucoup plus de volume de clients potentiels à pouvoir... un volume à entrer qui est beaucoup plus grand. Et du coup, ça fait sens. Ou alors, en fait, leur machine actuelle ne fonctionne pas. Et du coup, il faut revoir les canaux. Mais effectivement, on comprend très bien la logique derrière ça. Mais je trouve que c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser et que probablement il y a plein de gens qui se posent pas assez. Je te donne un exemple. J'ai accompagné en coaching un entrepreneur qui avait lui aussi un podcast et qui s'imposait un rythme de publication de 2 épisodes par semaine, ce qui est énorme en termes de maintien. Même si t'es pas tout seul à produire, c'est quand même beaucoup de temps et de matière grise à mettre dedans. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que les objectifs du podcast n'étaient pas clairs. C'est-à-dire à quoi ça doit servir le fait de publier 2 épisodes par semaine. En quoi est-ce que ça sert vraiment tes objectifs et ta vision long terme? Et du coup, je trouve ça hyper important de remettre en perspective et des fois de se faire des petits attends, pourquoi est-ce que je fais ça déjà? C'était quoi l'objectif de départ? C'est quoi la raison d'être de cette brique-là? Et vraiment de remettre les choses en perspective, parce que des fois, on se rend compte qu'on peut juste diminuer la pression, ralentir le rythme ou enlever une brique qui n'est plus nécessaire, parce qu'en fait, elle ne sert plus nos objectifs et notre vision. Ouais, t'as complètement raison, et je trouve ça, ton rappel et ton exemple est hyper pertinent, parce que souvent on me demande quelle est la fréquence idéale pour un podcast, et au final, la réponse est toujours il y en a pas, parce qu'elle dépend en fait de ton objectif. Si ton objectif est de casser la baraque, de faire en sorte qu'il soit viral et dès son lancement, et c'est ton principal canal d'acquisition, forcément, je vais plus te dire sors 3 épisodes dès le début, fais un épisode par semaine minimum, etc. Mais si en fait ton objectif est juste d'avoir au moins un contenu qualitatif à donner à tes clients de temps en temps, parce qu'ils te posent toujours les mêmes questions et c'est limite une FAQ, un par mois, ça suffit largement. Et en fait, il n'y a pas de jugement de valeur finalement entre les deux. J'ai une question que je pose toujours, c'est si tu avais 3 actions que tu as mis en place à conseiller aux podcasteurs qui nous écoutent et qui ont marché pour toi, lesquelles ce seraient? Alors je dirais que la première action, ce serait d'optimiser le process de production, parce qu'un podcast, c'est quand même du travail à maintenir. Donc déjà, le premier truc que j'aimerais dire, c'est si vous lancez un podcast, sachez que c'est normal que ça prenne énormément de temps au début et ça se régule après. Parce qu'en fait, on démarre tous de quelque part. Donc ça, c'est le premier truc. Optimiser le process, faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Genre, typiquement, tu vois, moi, dans les premiers trucs que j'ai fait, c'est le fait d'enregistrer toujours dans le même environnement et du coup d'avoir des presets qui soient calés. Et que du coup, évidemment que mes épisodes sont pas du tout parfaits techniquement et que je suis sûre que mon monteur actuel, s'il écoutait tous les épisodes, ça lui ferait vriller les oreilles. Mais c'est suffisamment qualitatif pour que ce soit largement écoutable. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est vraiment de bien travailler justement les objectifs du podcast et la ligne édito. C'est-à-dire, quel contenu est-ce que j'ai besoin de produire pour servir mes objectifs? Est-ce que j'ai des objectifs de me placer comme expert, de conversion? Est-ce que mon but, c'est de me faire inviter sur des talks ou plutôt d'avoir des clients en direct, etc. Enfin bref. Ça, je trouve ça hyper important parce que ça permet après, on en parlait, d'ajuster la machine que tu construis aux objectifs que tu vas viser. Et un dernier conseil que je pourrais donner, c'est de garder les choses le plus simple possible, je pense, en vrai. Parce que plus tu construis une machine compliquée et plus ça devient du travail de la maintenir. Je pense que je mettrais aussi un petit warning sur la délégation. Je pense qu'on entend beaucoup que la délégation, c'est un levier hyper puissant pour gagner du temps, et en réalité c'est vrai que c'est un levier hyper puissant pour gagner du temps, mais je pense que la délégation, elle ne peut se faire que quand les process sont déjà quand même assez bien rodés, pour pas devenir le goulot d'étranglement de l'équipe à qui tu délègues, parce que sinon en fait c'est ingérable. Je plus sois, parce que moi je suis la personne à qui on délègue et du coup
j'ai un certain filtre avant pour assurer que la podcasteur il soit déjà sûr d'avoir ce besoin. Sinon, en fait, il sera jamais satisfait de ce qui est rendu après, puisque si soit il avait pas le budget, il serre la ceinture pour quelque chose en fait qu'il aurait pu faire tout seul, ou soit c'était pas très clair pourquoi il délègue et les résultats lui vont pas parce qu'en fait il n'avait pas de conscience d'objectif. Effectivement, c'est très important en fait de savoir ce qu'on fait. Tu me disais aussi que, je crois avant qu'on commence à enregistrer, que le podcast peut aussi être, en plus de servir ton business à toi, d'être un levier d'opportunité, personal branding, invitation dans d'autres médias, etc. Donc ça rejoint un petit peu la question signature que j'ai sur le pouvoir du podcast, qui est aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui est le pouvoir de ton podcast dans ta vie, à toi? Pro et perso. C'est une bonne question. Alors, il y a plein de choses qui ont bougé avec le podcast. Évidemment, côté business, ça a été un énorme game changer pour moi parce que je suis passée d'un business qui survivait à peine à une entreprise qui me permet de vivre et de vivre confortablement et d'avoir des clients régulièrement et surtout de m'éclater dans mon job. Donc ça, c'est quand même très cool. Donc ça, c'est le premier gros changement. Je dirais que le deuxième gros changement, qui est peut-être un petit peu caché entre guillemets, mais le fait d'écrire toutes les semaines, ou en tout cas hyper régulièrement, sur mes sujets, organisation, productivité, etc. En fait, mine de rien, le processus d'écriture, ça me permet énormément d'affiner ma pensée et les idées que je peux avoir par rapport à la productivité. Et ça, tu vois, ce truc-là d'affiner en fait la vision de son expertise, je pense que c'est un vrai pouvoir de la création de contenu de manière globale. Parce que plus t'écris et plus tu deviens... expert, en fait. Ouais, mais c'est pas que expert technique, tu vois, c'est aussi... je pense un peu leader d'opinion dans une certaine mesure, tu vois. Ou au moins leader d'opinion avec toi-même, ce qui est déjà une bonne manière de commencer. Donc ça, je pense que c'est un peu un avantage caché. Et puis tu le disais, ça m'ouvre énormément de portes. En fait, aujourd'hui, je le vois, tu vois, je suis invitée hyper régulièrement sur des podcasts. On n'aurait probablement pas cette conversation... Enfin, on n'aurait pas cette conversation si je n'avais jamais lancé mon podcast, mais... C'est vrai. Mais tu vois, je suis invitée sur d'autres podcasts. Ça me permet d'avoir du contact avec plein d'autres entrepreneurs. Quand je rencontre d'autres entrepreneurs, dans plein de cas, je suis déjà identifiée. Enfin, ils savent qui je suis, même si on s'est jamais rencontrés et qu'on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Donc ça, c'est très cool. En fait, il y a vraiment ce truc de le contenu que je produis est vraiment un aimant à opportunité. Et aujourd'hui, si je fais... j'ai vraiment le choix du roi, tu vois. C'est-à-dire que je peux choisir les personnes avec qui je travaille, je peux choisir les partenaires à qui je dis oui ou à qui je dis non. Je peux choisir les projets que j'accepte ou pas. On vient me voir pour mon expertise et les gens ont envie de m'entendre parler, ce qui est... Il y a des fois, je comprends toujours pas, mais reste que ça se passe comme ça et c'est très cool. Donc, pour résumer, tu conseilles de créer et développer son podcast ? Je conseille, encore une fois, à partir du moment où les objectifs sont clairs et qu'on le fait pas juste pour la hype ou juste parce qu'on a envie de s'écouter dans un micro. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Claire. Avec grand plaisir, merci Mélanie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Claire d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. J'espère que cet épisode avec Claire vous a plu et que vous repartez avec des idées pour faire de votre podcast un levier d'acquisition puissant. Cet épisode qui met en avant une approche minimaliste de contenu peut paraître un peu contradictoire avec ce que je vends moi, des services d'accompagnement à la création de contenu sur tous les réseaux sociaux et sur d'autres nombreux canaux, newsletters, articles de blog, etc. Mais en fait, il se trouve qu'il ne l'est pas tant. Pour moi, la vision de Claire est alignée avec ma vision du contenu. Votre podcast, mais aussi vos contenus sur vos différents canaux de communication, doivent être au service de vos objectifs et pas le contraire. Si vous pouvez atteindre votre objectif avec uniquement votre podcast et votre newsletter, eh bien, n'inondez pas les réseaux sociaux, affinez la qualité et la mécanique de conversion de votre podcast et de votre newsletter. Si vous ne touchez pas assez de monde, en revanche, vous n'avez pas de communauté, pas assez de découvrabilité, vous pouvez alors investir dans d'autres canaux qui vous permettront d'être plus visible auprès de votre audience et d'agrandir le haut de votre tunnel de vente. Voilà, en somme, adaptez votre stratégie à votre situation. Et surtout, faites-le en gardant le plaisir en tête parce que créer du contenu sans plaisir, ce n'est pas viable à long terme et moi, je vous souhaite de voir loin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du pouvoir du podcast pour plus de ressources sur ce sujet. On vous a préparé quelques bonus avec Claire et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du pouvoir du podcast. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ?
parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.